Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors aujourd'hui, on parle de la couleur, ou plutôt des couleurs, puisque c'est un sujet crucial lorsqu'on réalise quelque chose. Donc les couleurs et leur symbolique. Combien existe-t-il de couleurs? Cette question pourrait faire débat. L'arc-en-ciel en a 7 traditionnellement, mais en enluminure ou en peinture, on peut en dénombrer 6, le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Le reste sont des nuances ou des variations de teintes. C'est assez rassurant, moi je trouve, et c'est effectivement la base avec laquelle on pourra réaliser de belles créations. Mais en les mélangeant entre elles, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est du noir et du blanc, effectivement, ils sont très importants dans la boîte de peinture. Mais allons-y. Encre, gouache, aquarelle, pigments, craie, euh, tous les, tous les outils, tous les supports peuvent être utilisés. Lorsqu'on pratique de l'enluminure ou de la calligraphie, on n'est pas obligé de revenir à un cadre historique. Mais il est vrai que fabriquer ses pigments soi-même apporte un plus. Ce n'est pas David Damour qui nous dira le contraire. Mais pour commencer, pour s'essayer, pour faire des essais, eh bien, il faut choisir le plus pratique puisqu'il y a tant d'autres détails à gérer. Pour ma part, pour l'instant, puisque je suis en voyage, je n'ai qu'une boîte de gouache qui va me servir à la fois pour faire de l'encre bien diluée de calligraphie et puis à la fois pour réaliser les peintures, les cartes, etc. La gouache est faite de pigments avec un liant qui est du style de la gomme arabique. C'est donc une peinture à l'eau. Lorsqu'elle sèche sur ma palette, je la réactive, c'est-à-dire que j'apporte un petit peu d'eau avec un pinceau et je viens remuer jusqu'à temps qu'elle reprenne sa bonne texture. Mais il y a 1000 manières de procéder. Et ce n'est qu'en testant qu'on peut trouver celle qui nous convient le mieux. Alors voyons maintenant la symbolique. Donc le noir est la première des couleurs. C'est celle qui fait souvent l'effet le plus contrasté avec le support. On dit qu'elle est symbole de profondeur, de réflexion, voire de douleur. C'est parfois la couleur du deuil. Effectivement, on peut l'utiliser pour marquer des périodes de transition. Mais on peut l'utiliser, et c'est souvent le cas, en couleur de base. Je vous ai mis en exemple une lettrine qui est réalisée au noir, donc noir de fumée en l'occurrence. Le noir, l'or et le parchemin font un effet tout à fait classe. La deuxième couleur que j'ai choisie est le blanc. Donc, il représente la pureté, les nouveaux départs, les espoirs non formulés. Il est idéal pour les pages initiales et les transitions entre les chapitres d'une vie, nous dit-on. Et il caractérise bien très souvent les anges, où il est peut-être en concurrence avec le bleu, mais en tout cas, pour l'ange que j'ai réalisé, je voulais lui donner un vêtement blanc. Alors cette couleur s'illumine particulièrement lorsqu'on la prend en photo et si on utilise le blanc pur, ça peut donner une idée, un effet plutôt très tranché. Donc, il est difficile de le manipuler s'il est utilisé seul. Pour réaliser le drapé et les ailes, j'ai donc appliqué d'abord une couche de couleur plus foncée qui était pourpre, qui était le mélange en fait entre le bleu et le rouge que j'ai utilisé autour pour ombrer le blanc.
Sinon, si on l'ombre par-dessus avec du noir, ça donne une teinte grisâtre. Donc pour ma part, eh bien, j'ai trouvé cette astuce. De plus, donc je vous disais, il est préférable de casser ce blanc. Ah oui, et je voulais absolument dire aussi que le blanc en gouache, le blanc de titane, est très très couvrant et que c'est pour cela qu'on peut l'appliquer en dernier lorsqu'on réalise une peinture. Le rouge, maintenant, est la couleur qui est une couleur ancestrale. Donc là, vous voyez une sorte de rouge qui est issu pour le carreau qui est au-dessus de moi de l'ocre, donc d'un minéral, c'est de la terre qui est finement broyée, tandis que pour ce qui est de la peinture que j'ai réalisée là, c'est une racine, la racine de Garance. Donc Michel Pastoureau nous dit que l'ocre est universel, appartient à l'aube de l'humanité, que c'est la première couleur qui a été vraiment utilisée dans les peintures. D'ailleurs, on le voit dans les peintures rupestres, voilà, des grottes diverses dans le monde entier. Le rouge est la couleur de la passion, de l'énergie et de l'amour. Il y a un certain nombre de nuances de rouge, donc du rouge qui tire vers le brun comme ici, jusqu'au rouge comme mon foulard. Donc, on a ici toute une gamme d'émotions qui s'offre à nous. On l'utilise beaucoup pour souligner les événements. Une sorte de rouge qui appartient au Moyen-Âge est le minium. C'est un rouge obtenu à partir du plomb, donc qui était toxique. Mais ce minium a donné le nom de la miniature. C'était ce qui était produit avec du rouge, mis en valeur comme le texte en rouge. Voilà, c'est pas forcément la taille qui lui donne cette dénomination. Après notre trio qui représente le noir, le rouge et le blanc, nous arrivons aux couleurs à mélanger. Et là, j'ai choisi le bleu. Donc, il existe un bleu qui tire plutôt vers le rouge, l'autre qui tire plutôt vers le jaune. Il s'agit du bleu outre-mer ou lapis-lazuli et le bleu cobalt ou pastel. Donc, tout dépend des sources de pigments. Et cette nature de tirer d'un côté vers le vert, si on veut, ou vers le rouge, va lui donner une sensibilité, un aspect plus froid ou plus chaud. Et là, par exemple, sur ce dessin, sur cette représentation de Shiva, j'ai choisi le bleu plus chaud pour le vêtement et le bleu plus froid pour le visage. Donc le bleu est le symbole de la sérénité, de la loyauté et de la spiritualité. Donc il peut être apaisant ou caractériser la sagesse. Souvent les anges sont en bleu. Alors, couleur de l'espoir ou du printemps, le vert est aussi associé à la nature. Quand on l'utilise dans une composition, il est souvent instable à la photo, c'est-à-dire qu'il va tirer parfois vers le bleu. Je parle là du vert permanent que j'ai utilisé. Il est bien entendu possible de monter le jaune pour que ce vert soit plus clair et tire moins vers le bleu. En revanche, on a parfois des surprises et il m'est arrivé d'avoir un vert fluorescent. En tout cas, c'est une couleur un peu amusante à travailler et qui nécessite de faire des essais, du moins c'est mon avis. Alors le jaune est associé à la joie, à la gaieté, c'est la couleur de la fête, de la fraternité, de la bonne humeur.
Et ce jaune peut être aussi minéral, c'est-à-dire comme l'ocre, c'est-à-dire c'est une terre, ou alors végétal, auquel cas on a des jaunes qui sont beaucoup plus légers. On peut lui ajouter une touche de blanc pour le rendre encore plus lumineux ou pour lui donner un pouvoir un peu couvrant. Si les autres couleurs associées sont trop intenses par rapport à lui, pour rétablir un peu d'équilibre. Alors comme le bleu, il existe de jaune, et comme le rouge d'ailleurs, il existe de jaune, le jaune citron et le jaune d'or, que l'on peut utiliser l'un ou l'autre pour faire des mélanges tirant vers l'orange ou tirant vers le vert. Nous avons fait le tour des 6 couleurs. Il nous reste l'or et l'argent qui viennent donner une dimension supplémentaire aux créations enluminées. D'autant plus qu'ils sont très difficiles à photographier. Ce que l'on voit en réalité n'est pas transposable en photo. Aujourd'hui, il existe des techniques de vernis sélectif qui permettraient de dorer les endroits dorés, mais c'est beaucoup de travail en fait. Donc, ce qui donne son caractère unique à l'enluminure, c'est d'appliquer voilà, un filet d'or, par exemple, une bordure d'or. Pour ce qui est des matériaux eux-mêmes, nous avons la chance d'avoir des équivalents en dorure et argenture, des équivalents aux métaux eux-mêmes, sachant que l'argent présente l'inconvénient de s'oxyder très rapidement, donc il tourne, il devient jaune ou vert, et parfois dans les manuscrits, on voit que l'argent est complètement noir et qu'il a dévoré même le parchemin qui lui servait de support. Pour l'or, j'avoue que j'ai arrêté d'en utiliser à partir du moment où j'ai vu un reportage sur l'orpaillage. Je trouve que nous sommes au XXIe siècle et qu'il y a une responsabilité sur le respect de l'environnement. Donc, pour se procurer l'or, aujourd'hui, on utilise des techniques extrêmement toxiques et pour les hommes et pour la terre, c'est très, très dommage. Je vous partage ça, je vous invite à aller voir comment on obtient l'or aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je m'en tiendrai désormais aux substituts du commerce qui sont équivalents. Même si on n'a pas la symbolique de l'or, je ne veux pas participer au malheur du monde. Voilà, pardon de cette petite note. Nous avons fait le tour de la symbolique et de la manière d'utiliser ces couleurs dans vos créations et de la manière dont je les utilise dans les miennes en tout cas. Merci d'avoir suivi jusqu'ici ce petit tour d'horizon dans la symbolique des couleurs. Dites-moi en commentaire quelle est votre couleur de prédilection et ce qui vous plaît en elle ou alors ce qu'elle vous apporte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et la communauté L'Avenir des calligraphes et des enlumineurs est là pour vous accueillir et continuer ensemble cette exploration. Donc, vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à bientôt.